Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Après la petite pause pendant les Winamax Series, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de la line de la semaine. Vous avez été nombreux à voter et aujourd'hui on se retrouve pour la line SB Limcall versus ISO de Big Blind et on sera versus un C-bet au flop. Donc c'est une stratégie qui est très intéressante en étant hors position avec des ranges très larges, beaucoup de joueurs se sentent très inconfortables. Donc aujourd'hui on va voir en détail comment rendre cette line le plus profitable possible. C'est une vidéo aujourd'hui qui est assez technique, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. On va voir le pré-flop et le post-flop du point de vue théorique et pratique, et ensuite on va review des mains que la communauté a joué ou les miennes. Je vous mets ici tous les timers de la vidéo. Pour rappel, c'est vous qui choisissez chaque semaine ce qu'on va étudier. Donc, pour participer aux prochaines éditions, c'est dans le Discord, on se rejoint là-bas. Le lundi, on vote. Le mardi, on se retrouve tous ensemble pour étudier la line sélectionnée. Et toute la semaine, on se partage des HH et on peut tous discuter ensemble. Sans plus attendre, lançons-nous dans cette nouvelle édition de la LAN de la semaine. J'espère que ça vous plaira. On va voir du coup le post-flop et comment exploiter le post-flop, mais d'abord on va faire surtout aussi un point sur le pré-flop parce que c'est assez important. Il y a pas mal de choses à dire déjà. Donc déjà pour la théorie, on tourne toujours autour de 42%, un truc comme ça à peu près, entre 40 et 45%. Si on va sur du pré-flop, hop là, donc en SB, call et big blind call. Donc là, on voit que SB raise. Donc on va mettre ça dans le groupe simple. Donc on est à 42% de raise à 100 dips. Si on descend, on va toujours être dans cette fourchette là, autour de cette fourchette là, donc 44, 42, 40, 41. Voilà, on va pas descendre en dessous de 40 en chip CV, donc à toutes les profondeurs possibles. Donc après, on va avoir du jam en plus qui va apparaître plus short, mais on est toujours dans les mêmes fréquences. L'idée aussi, c'est qu'à 100 dip, on va raise un petit peu plus les connecteurs suit. Donc on voit Dame 9, Valet 9, 9 et 7, 8 et 6, 6 et 4 sont raise à 100 dip et pas du tout à 20 dip. Donc l'idée derrière ça, c'est que quand on ISO, on est dans des SPR assez gros post-flop, donc on veut de la jouabilité en tant que big blind, ce qui n'est pas important quand on est à 20 dips, on s'en fout de faire des straight, on s'en fout de faire des backdoor flush, backdoor straight. Ce qu'on veut, c'est des mains fortes qui font des top pairs pour pouvoir partir à tapis facilement. Donc on est toujours dans cette fourchette-là, autour de 40 dips. En pratique, donc je suis allé regarder un peu dans les datas ce qui se fait. Hop là, on va zoomer un petit peu. Hop là, voilà. Donc en pratique, on voit que donc ça c'est la range d'ISO du field, donc avec les all-in. Quand on enlève les all-in, ça donne ça. Donc on voit que l'idée derrière la range est plutôt ok. Je pense que c'est une range qui commence à être connue par la plupart des gens. On est sur une range assez polarisée, donc on voit que en blanc, plus c'est blanc, plus les combos sont utilisés, en proportion évidemment. Donc on voit que l'idée de la range est bonne. Les gens, je pense, captent, on commence à avoir l'idée. Les ranges pré-flop, voilà, ça commence à être connu, c'est quelque chose qui commence à être travaillé par la plupart des gens, même les joueurs plutôt récréatifs connaissent les stratégies d'ISO. Le souci étant que même si l'idée est bonne, les fréquences sont pas bonnes. C'est assez normal, c'est des ranges qui sont très compliquées. En fait, même si on comprend l'idée, respecter les fréquences, c'est assez complexe. On voit que, par exemple, on va pas prendre celle-là, on va revenir sur du chip CV, on va se mettre à 40 dips. En général, ce qui va se passer, c'est que les gens vont simplifier et vont prendre range certains combos, sauf qu'on voit que même si les trash of suit vont être prises, il y a toujours plein de combos un peu partout dispatchés, du roi 9, du roi 8, du valet 9, là ici on a du 7 et 5 suit, du 6 et 5 suit, dame 3, voilà, il y a plein de mains qui vont disparaître, et la conséquence à ça, c'est que la quantité d'ISO va pas être bonne. Donc ici, on voit que overall, tout spot confondu, on est à 34% d'ISO, sachant que dans ces 34%, il y a 20% du total qui est alloué au jam, donc ça fait
sur les 34%, ça fait 8% à peu près de jam. Donc on se retrouve avec, si on isole seulement les raise sizés, on se retrouve avec 27% d'ISO. Donc 27% d'ISO, c'est très peu. D'ISO size, c'est très peu. J'ai essayé de regarder un peu si on modifie la big blind. Donc avec une pop qui serait plus reg, on est toujours autour de 34%, donc ça change pas. Si on augmente la taille de la big blind et du coup on regarde un peu plus en late game, on n'est plus trop en early game de manière générale, on voit que ça monte un peu, on est à 35 mais ça suffit toujours pas. J'ai encore essayé d'augmenter la taille de la big blind pour aller encore plus en late game, ça augmente aussi, on est à 37% d'ISO. Donc on augmente plus on va en late game, mais ça reste quand même trop faible. Et évidemment, plus on va aller en late game, moins on aura d'occurrence, donc plus ça risque d'être faussé. Donc je suis pas allé au-dessus. J'ai aussi essayé d'enlever tous les MTT qui sont des 10 € et moins. Donc à partir des 20 €, enfin des 15 par exemple, des 15 € et 20 plus, on se retrouve avec une pop qui commence à ISO des fréquences qui semblent être correctes. Donc on est à 40% d'ISO. C'est toujours pas assez parce que si on enlève l'ISO jam, on se retrouve avec 34% d'ISO. Donc size, donc pareil, voilà, 34% c'est pas assez. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que même la pop reg, ça va être vraiment très peu de reg qui vont avoir les bonnes fréquences. Il y en a certains qui vont être au-dessus parce qu'ils vont ISO toutes les trash off à 100%, mais même quand on ISO toutes les trash off à 100%, c'est difficile de monter au-dessus de 50%. Donc vraiment, les règles les plus aggro se retrouveront autour de 50%, là où la pop va être autour de 35-40% d'ISO total, ce qui est généralement trop faible. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est dans le travail du préflop, c'est de voir comment on s'adapte à ça. Comment on s'adapte à un joueur qui ISO une stratégie correcte, mais pas aux bonnes fréquences. J'ai essayé de designer une range d'ISO de SB qui ressemble à ce que j'imagine qui va être fait. Donc on voit ici une partie de value qui est un peu trop mergée, donc avec tous les combos comme Roi 10, Roi 9, tous ces combos. Ici, les trash of suit, donc pareil, j'ai essayé de prendre un peu tous les combos. Donc évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Les joueurs vont jamais faire ça, vont jamais être équilibrés sur tous les combos. Mais ça permet de se donner une idée par rapport aux combos qui sont le plus utilisés. Donc c'est ce que j'ai donné. J'ai mis 36% d'ISO, ce qui va être la moyenne d'ISO size à peu près. Donc comme j'ai dit, ça peut monter au-dessus, mais il faut penser au fait qu'il y a de l'ISO jam dans le total, ce qui représente toujours à peu près 20% du total. Enfin, ça dépend des profondeurs évidemment, mais de manière générale, on est à peu près à 20% de jam, donc sur le total d'ISO. Donc la population est autour de 35-40% d'ISO maximum, d'ISO size. Donc ça donne une range qui devrait ressembler à peu près à ça. Et l'idée derrière la range d'ISO, comment on va répondre à ça, on va modifier un peu notre range et qu'est-ce qui va se passer? On va open du coup un petit peu plus notre partie ici middle, on va limp plus haut et pareil le middle offsuit va être open aussi plus haut. Donc si on compare avec une range par exemple à 50 dips, donc SB, voilà, on voit ici qu'est-ce qui se passe, c'est que la banane suit comme j'aime l'appeler à chaque fois est un peu open, mais elle est voilà, un peu entre deux. Et ici on va open assez bas, on va open jusqu'à Roi 5 off, Roi 6 off, Dame 7 off. Ici ce qu'il faut comprendre c'est que maintenant étant donné qu'on se fait ISO un petit peu plus fort, que la range est plus strong d'ISO, hop là, on va pouvoir limp fold plus haut. Là où tout à l'heure, Dame 7, Dame 6, Roi 6 étaient des combos qui vont être EV0 et bas de notre range à limp call, on voit que ici, dans cette simulation, Dame 7 off et limp call EV0, eh ben, si on enlève des pourcentages d'ISO, donc évidemment ISO quand même, mais plus assez, ben on va pouvoir fold plus haut. Donc maintenant, Dame 7 qui était un ISO, un limp call EV0, maintenant va devenir un limp call perdant. Donc il va pouvoir le limp fold. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, au lieu de l'open, il le limp dans l'idée de limp call parce qu'il va se dire ok, je vais me faire moins ISO et la contrepartie, c'est je vais pouvoir aller voir un flop plus souvent, je vais pouvoir plus réaliser mon équité,
Et quand il va me faire ISO, je vais pas être dans un spot compliqué. Et en gros, ça va faire remonter la range comme ça. La question maintenant, au lieu de se poser avec Dame 7, d'être dans un spot compliqué quand on va se faire ISO, bah, ça va être avec Valet 9. Donc Valet 9 va être dans nos bottoms. Et on voit que Valet 9 ici, ça va avoir le même principe. Il va être EV0, donc dans le limp call. Il est un petit peu fold et un petit peu call. Et du coup, il l'open il l'open et il le limp. Ce que je disais, c'est que du coup, on va pouvoir simplifier tout ça, mais l'idée à comprendre, c'est comment on va construire notre range de limp call. Donc ici, on voit que qu'est-ce qu'il va limp call? Il va limp call les combos qui sont très sexy, donc avec du Dame 4 suit, Valet 6 suit, 9 7 suit, voilà, tous ces combos de la partie suit qui sont très beaux. Et en dessous, il va décider de les open pour éviter de se retrouver dans l'entre-deux, et en dessous, il va limp fold. Donc ici, l'exemple parfait, c'est 8 et 6 va être limp call, donc il va le limp. En dessous, 8 et 5 qui est dans un spot entre deux, il veut pas limp call, il veut pas limp fold, il va l'open. Et en dessous, 8 et 4 suit va être limp fold. Donc si on regarde, voilà, ça on le voit assez bien ici. Donc 8-6 limp, 8-5 et 8-4, l'entre-deux va être raise, et en dessous 8 et 3 va être limp fold. Donc nous on va simplifier tout ça, évidemment. On retrouve aussi des combos qui vont être limp pre-raise, donc avec du As-Roi off, As-Dame off, As-Roi suit et 2 dames de valet de 10. Donc l'idée derrière ça, c'est on va être désorienté avec pas mal de value, parce que étant donné qu'il ISO trop strong, il va utiliser quand même quelques bluffs, mais la majorité de sa range de limp pre-raise en rouge va être de la value. On va jouer sur ça. Si on ne se fait pas assez ISO et qu'on se fait ISO trop fort, trop strong, bah, on va compenser ça. Comment on va le punir, c'est en augmentant la proportion de value dans notre range. On voit aussi que du coup, la proportion de limp fold, il fold 43% sur les 59% de limp. Donc, ça fait un total de 72% de fold, ce qui est bien plus que la théorie. Évidemment, en théorie, on est à 42%. Donc, pareil, on ne va pas limp fold range contre un profil qui a des bluffs, mais on va augmenter notre total de limp fold parce qu'il ISO pas assez. Voilà comment on punit un joueur qui n'ISO pas assez, mais qui ISO quand même correctement avec des combos et qui a l'idée, mais qui n'ISO pas avec des bonnes fréquences, qui va représenter peut-être 95% des gens, voire peut-être même plus, parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, ben on va limp fold plus. Ok, donc pour résumer, la première adaptation pré-flop versus une range d'ISO plus strong, c'est on veut VP plus et raise plus nos middle end. Aussi, on va raise plus de manière générale parce que il 3 bet pas assez aussi. On peut VPIP plus car on se fait moins ISO, ça je l'ai dit. On veut raise un peu plus haut pour éviter des limp call ou limp fold compliqués. On peut limp plus haut car on peut limp fold plus haut. Voilà, ça aussi c'est important à comprendre. Tout à l'heure, il avait du mal à limp du Dame 7, Roi 7, Dame 8 parce qu'il allait devoir les limp call et c'est son pas de range. Là maintenant, c'est plus un souci. On peut les limp pour les limp fold. Et aussi, on peut raise plus capé en pourcentage. Donc on le voit ici. Il a quand même des mains très fortes dans sa range, mais son équilibre est plus désorienté avec des mains qui sont faibles et qui vont pouvoir open fold. Pourquoi? Parce que comme on se fait moins 3 bêtes, on est autorisé à open fold plus. Donc j'ai essayé de simplifier un peu la range. Comment on pourrait de manière générale envisager la construction de notre range. Évidemment, ça va bouger, ça va dépendre de la profondeur, du joueur contre qui on est, de l'ICM. Voilà, il y a des KO aussi, hein, clairement. Mais globalement, l'idée principale, c'est on va pouvoir ISO, donc on va commencer par la value, des mains fortes qui vont donc comme je l'ai mis, donc deux rois, deux as, roi dame, roi valet, qui vont vouloir augmenter rapidement le PSB et qui vont pouvoir défendre versus 3 bêtes, donc du dame valet, roi 10, as 10, as 9. On va aussi retrouver 2 10, 2 9, 2 8. Dans nos bluffs, on va retrouver donc nos middle end of suit, donc roi 7, dame 8, roi 8, roi 9, et cette partie voilà, de banane suit ici, donc 8 et 6, 9 et 5, 10 et 5, donc des jolies mains, mais qui veulent éviter de se prendre un ISO, donc qui ont tout intérêt à jouer dans le raise.
Dans les combos que j'ai mis là entre le raise et le call, ça va dépendre de votre stratégie aussi, de ce que vous voulez mettre. Ça peut être intéressant de les limp pour les limp re-raise, et ça peut être aussi intéressant de les raise juste pour value, si on estime, donc voilà, sur un SRP plus faible, vraiment par exemple si on est à 30 dips, c'est largement ok d'open, tout simplement parce qu'on va se prendre des rejams et c'est je pense comme ça qu'on va le mieux extraire notre value. Par contre, voilà, au-dessus de 60 dips, 80 dips, les limps pour les limp re-raise, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une bonne manière de compenser le fait qu'il va nous ISO trop strong. C'est de, quand il va nous ISO, de les punir en faisant un limp re-raise très orienté value. Et là, pareil, donc de base, normalement, 9 et 3, 9 et 2, 8 et 3 sont des limps pour limp fold. Mais si on estime que le joueur va être trop passif post-flop et qu'il ne va pas assez défendre pré-flop versus open, on est aussi tout à fait d'accord avec le fait d'open des combos comme ça. On peut faire un peu ce qu'on veut. L'idée, c'est surtout juste de ne pas les limp. Enfin, de pas les fold, pardon. On peut open pour fold sur 3 bêtes et limp pour fold sur ISO. C'est ok. Et donc on peut limp assez bas. Donc là j'ai quand même laissé du fold, 10% de fold ici. Mais pareil, si on est vraiment contre un joueur très passif, il y a vraiment de l'intérêt même à aller limp du 4 et 2 off. L'idée étant juste de... Le joueur ne va pas essayer ISO. Si on estime qu'il va ISO autour de 20-25%, clairement, sur des limites un peu basses ou contre des joueurs un peu passifs, aller limper 4 et 2 off pour juste avoir l'idée de c-bet une blinde au flop, c'est largement ok. C'est sur le post-flop. Donc, avec l'IA, j'ai fait un petit résumé de ce qui va se passer post-flop en théorie. Du coup, on va regarder la théorie pour Big Blind C-Bet. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre qu'est-ce qui se fait en théorie pour pouvoir le comparer à la pratique et voir comment on va exploit la pratique. Du coup, on se retrouve avec, en théorie, alors quand on est en Big Blind, on a ISO. Donc là, on se met du point de vue de Big Blind. Big Blind a ISO versus le limp et SB a call d'ISO. SB check et nous, on se retrouve en Big Blind. Et qu'est-ce qui se passe en théorie? Donc, de manière générale, en CEV à la moyenne de toutes les profondeurs, on se retrouve avec un bet à 56% du temps et on a une part non négligeable de check qui est autour de 44%. Donc l'idée, c'est les ranges sont larges, sont très larges, il ne faut pas sous-estimer. Voilà, on est sur des ranges, hop là, donc ici d'ISO, donc à 50 dips qui sont très larges. SB aussi, il va limp call quand même beaucoup et avec une range très large. Regardez un report, c'est toujours intéressant. Hop là, tac, donc report flop. Je vais enlever ça. Ok, donc on voit que globalement, il y a des spots qui sont ces bet range. Là, on a par exemple du valet de 2, donc des boards pairés bas qui sont ces bet range. Mais ici, si on le regarde, il y en a quand même assez peu. Hein. On prend même du As 5-2 ici, qui va souvent être un c bet range par la plupart des gens. Bah, ça ne l'est pas du tout. On voit qu'ici, par exemple, il y a une trentaine de boards ici, même il y a des pairés. Hein. Là, il y a du roi, roi 7. On voit que roi, roi 7, on est plutôt sur 60% de ces bêtes. C'est pas du tout un c-bet range, comme on pourrait le penser. Même du roi, roi, dame ici n'est pas du tout un c-bet range. On va avoir vraiment quelques boards qui sont à haute fréquence de c-bet, mais globalement, ça reste très faible. Et on voit qu'on a certains boards qui vont être sizés très cher, donc avec du As-17 ici qui va avoir de l'overbet. Et globalement, ça va être à peu près ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boards qui vont être simplifiés dans le c-bet range, un tiers, parce que c'est un truc qui se fait beaucoup sur du bouton versus bébé, donc du IP versus Big Blind, ça arrive assez souvent. Mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le cas. En Big Blind, en BVB, on ne peut pas c-bet range tous les boards. Enfin, on est ok de le faire, hein. C'est peut-être même la meilleure stratégie, comme j'en reparlerai après. Mais en théorie, en tout cas, on ne peut pas, et parce qu'on peut se faire punir en fait, parce que les ranges sont trop larges. Donc nous, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter. Donc qu'est-ce qui se passe du coup en pratique? On voit qu'en pratique, on est sur, ici, c'est la fréquence de c-bet, 78% de c-bet au flop, au lieu de la moyenne qui est à peu près à 54. Donc on voit que ça over c-bet, et ça c-bet majoritairement des sizing small. Donc ici, on est à 49%
donc 49% plus 9% de ses bets small, donc ça fait 57% de ses bets small sur les 78% de ses bets, bah, ça fait quasiment 75% du temps des ses bets small, donc pareil, c'est beaucoup trop. Et alors, voilà, juste petit aparté, je vous dis pas qu'il faut pas le faire quand vous êtes en big blind. Là, on se met du point de vue de SB et comment on va pouvoir exploiter l'over c-bet et trop de c-bet small de la big blind. Mais en vrai, c'est un spot qui est complètement ok à prendre quand on est en big blind parce que les gens vont pas assez de check raise, ils vont pas assez se défendre versus c-bet small. Donc c-bet à haute fréquence en étant IP en BVB, c'est complètement logique que ce soit une adaptation qui se fasse beaucoup. Donc pour faire un petit résumé de ce qui se passe en pratique versus la théorie. Donc on voit ici la théorie check 43% en moyenne contre la population 22%. Donc ça fait une différence de 22% de ces bêtes, ce qui est évidemment pas négligeable. On voit qu'au niveau des sizing, on est sur quasiment 75% du total qui est fait sur des sizing à moins de 40%. Évidemment, c'est pas du tout ce qui va se passer. Donc maintenant, quand on analyse un peu la range de ces bêtes, on se retrouve avec une range de ces bêtes qui est beaucoup trop orientée weak. Donc en théorie, ça va être quand même aussi le cas. La range de ces bêtes va être assez faible, évidemment, parce que la range de ces bêtes est large, mais elle va être moins faible que ça. Et surtout, ils vont pouvoir assumer derrière comment défendre. La théorie, si elle est capée et qu'elle sait bet capée, ben, quand elle va se faire check raise, elle va défendre aussi ce qu'elle doit par rapport à sa range. Ce qui ne va pas être le cas par rapport en pratique. Si les gens sait bet capé et qu'ils se font check raise, ben, en général, ils vont avoir des très grosses fréquences de fold. Donc ici, c'est ce qu'on voit. On voit que la quantité de mains faibles, donc les trash, les king high, les SI, les overcards, ça représente une grosse partie des mains. On est sur 50% de weak. Et on voit que, évidemment, même s'ils ont des mains fortes, sur le total, ça représente quand même assez peu. Donc sur top pair, weak kicker, donc avec un kicker qui est faible, et les au-dessus, on est sur 14, 19, 20, 24% au total. 24% de top pair weak kicker plus. Donc ça reste peu par rapport au total. Et évidemment, si les gens défendent que ça ne va pas suffire. Donc comment on va contre-exploit ça? Donc la première idée, ça va être le check raise. Donc voilà, on a dit la range de ces bêtes est trop faible. Du coup, on devrait check raise plus. Donc, par contre, nous on voit que le spot qui, même s'il n'est pas assez pris de check raise, on voit que les joueurs versus check raise, ils fold 53%. Donc c'est beaucoup. On voit que ça colle que 40% et ça rejam 8%. Donc ça va sûrement fast play un petit peu plus. Donc ça nous donne de l'intérêt à check raise aussi parce que on va pas être dans un spot compliqué. Imaginons que sur valet 7-3, on décide de check raise 8 et 4 de carreau. Il est censé call roi valet. Parce que quand il fait tapis ici, bah 8 et 4 de carreau, on a un easy fold. Une flush, un flush draw par exemple, si on a check raise, je sais pas, roi 2 de pique, bah, on va pouvoir call maintenant, il n'y a pas de problème. On va avoir les cotes. Et par exemple, quand on a 8 et 4 et qu'on se fait call, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va devoir se poser la question de est-ce qu'on peut bet à la turn. Imaginons qu'il y ait une bonne carte pour nous, je sais pas, un 2 de carreau qui nous fait rentrer de l'équité. Maintenant ça devient devenir compliqué parce qu'on peut être commit si on bet. Donc est-ce qu'on va devoir faire tapis? Ça va être, voilà, le spot va être beaucoup plus compliqué quand les joueurs vont call. Et donc ils vont nous faciliter la tâche quand ils vont faire tapis. Donc ici, ça va trop sûrement fast play. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est que ça fold 53%. Donc ça n'existe pas, hein, 53% de fold. Il n'y a aucun spot versus check raise, à part quand on fait vraiment des très gros sizing où ça fold 53%. Donc pour l'idée ici, à 50 dips en théorie, quand Big Blind bet un tiers et qu'on raise assez cher, donc ici il bet 2,65 dans le pot, et il fait un raise, donc SB 9,95, donc 10, donc on est quasiment à 4x. Donc c'est un check raise qui est cher, hein, quand même. La plupart du temps, on va plutôt se retrouver autour de cette blinde. Donc même sur un check raise cher, on voit qu'il fold que 41%. Donc même contre un check raise cher, il overfold.
Si on met des sizing plus small ici, donc 2,65, et qu'on raise 7 ici, donc on est plutôt autour de 3x ici, alors on voit que ça fold 30%. Donc on est vraiment sur un overfold de manière générale. Ça va être des spots qui vont être vraiment beaucoup trop fold. Et ok. Et l'autre line ici qui va être aussi très intéressante, ça va être le call pour prop bet. Donc le call pour prop bet ici, l'idée derrière cette line, c'est de se dire que les joueurs vont mal jouer après le c-bet et qu'on va pouvoir call des mains qui sont légèrement derrière au flop pour avoir l'idée de miser à la river. Donc ici on se rend compte que après le c-bet, donc ici Big Blind a c-bet au flop et nous en SB on a check call. Vilain, ça va bet turn à peu près 50%. Donc on est à peu près à 50-50. Donc si on regarde juste les fréquences par rapport à la théorie, c'est à peu près ok. En théorie, on est à peu près voilà, sur 50-50 aussi en 2 barrels. Il y a des spots où on va 2 barrels plus et des spots où on va 2 barrels moins. Ça dépend des turns évidemment. Mais de manière générale, le field se rapproche des bonnes fréquences. Par contre, là où ça va pas du tout, c'est les ranges. Pourquoi? Parce que turn, le solver va décider souvent de check beaucoup de mains fortes, entre guillemets. Il ne sait pas qu'il va protéger sa range, mais voilà, il va équilibrer sa range de check back pour pas se retrouver avec une range beaucoup trop weak à la river. Donc, ils vont check back des mains fortes à la turn et ils vont transfo des mains aussi, des bluffs. Ils vont avoir quand même beaucoup de bluffs à la turn en théorie. Donc, ils vont se retrouver avec une range qui est plus polarisée. Nous, en pratique, les joueurs vont de barrel leur bon draw et les candidats standards, les candidats naturels de bluff, donc des gut shots, les overcards qui sont intéressantes, voilà, pourquoi pas les bloqueurs aussi, les flush draws, etc. Donc tous les candidats naturels, ils vont être de barrel et surtout toutes les top pairs, elles vont être de barrel. Donc la range de barrel va être trop forte. Et aussi, deuxième point, c'est la range les sizing de la range vont pas être bons. C'est-à-dire que les gens vont utiliser beaucoup trop de sizing intermédiaire. Donc on voit que le sizing le plus utilisé à la turn, il se trouve entre le 0,4 et le 0,7, donc entre 40% et 70% du pot. Donc c'est le sizing principal. Avec aussi le deuxième sizing le plus utilisé, on est sur du 60 à 80% pot. On voit que les sizing très chers sont très peu utilisés, l'overbet et le pot n'est quasiment pas utilisé. Là où en théorie, on a beaucoup, quand même quasiment 10% de sizing, overbet. Donc la mauvaise utilisation des sizing va aussi nous simplifier la vie. Si on regarde la range de bet turn, voilà, on voit qu'elle est très strong. On a 21% de paires plus. Et on se retrouve toujours avec quasiment une cinquantaine au total de top pair plus. Donc en fait, on va pouvoir folder assez facilement tout ce qui n'a pas touché d'équité. Et le reste, nos showdown value vont être foldés très simplement. Donc ici, sur valet 7-3, imaginons qu'on ait collé dame 3 de trèfle. Bah, dame 3 de trèfle va être un fold assez facile à la turn. Parce que les bluffs vont être avec une forte équité et les values vont vraiment nous dominer. Là où en théorie c'est plus compliqué normalement. Donc on va pouvoir folder facilement et surtout quand il va check back, la range de check back va être trop faible. Donc il va se retrouver avec beaucoup trop de trash, beaucoup de trop de SI, des overcards, des gutshots, des draws. Donc la range de check back est trop faible. Et qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? C'est que ça nous ouvre deux opportunités dans deux lines différentes. C'est que quand on va check river, imaginons que du coup il est check back à la turn, nous on se retrouve à la river, on a les deux options, est-ce qu'on bet, est-ce qu'on check, bah, c'est cool pour nous dans les deux lignes. C'est-à-dire que quand on check, maintenant, comme la range de check back est trop faible, bah, ce que ça va induire, c'est souvent les gens vont pas assez bet. En général, les gens vont check back et ils vont entre guillemets give up. Donc on se retrouve avec 69% de check back à la river, ce qui est énorme. Donc on est plutôt autour de 50% en théorie. 60% dans certains cas, mais on est autour de ça. Donc ça va over check back. Et donc la conséquence à ça, c'est que ça va nous laisser réaliser plus d'équité. Donc ici, je vous ai mis, donc ça manque d'occurrence évidemment, toujours pareil, mais ça permet de nous donner une petite idée.
La range qui check river, elle est très très faible. Donc des miss trash, des miss overcard, des miss draw, des SI. Ça check un peu des low pairs, mais globalement, ce qui fait que quand on a deuxième ou troisième paire, en fait, on va pouvoir aller très facilement au showdown et on va gagner beaucoup trop souvent. Parce que là-dedans, donc dans les miss trash, les miss overcard, ils devraient être censés miser plus que ça. Hop là. Et en plus, quand il bet river, la bet river va être souvent en fait assez polarisée avec dans les top les tout paires plus, ça va être les paires qui ont touché river. Donc imaginons sur 7 et 2 qui tombent, hop là, check check, qui tombe un je sais pas un 10 à la river, bah, il va checker 7 et 10 à la turn qui va faire deux paires ou je sais pas 10 et 3 à la turn. Ou, par exemple, quand il vient un 9 de carreau, bah, il va check back des flush draw potentiellement à la turn et ça va faire des flush à la river. Donc on voit que c'est soit des mains très très fortes, il a quasiment plus de top pair, et des mains assez faibles. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit check fold beaucoup, parce que même s'il a des mains très fortes, imaginons qu'il fasse un sizing autour de 50% pot. Je vous rappelle que sur un sizing à la river autour de 50% pot, on doit gagner seulement 33% du temps, ce qui est très faible. C'est-à-dire qu'on a le droit de perdre 67% du temps, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc si on a le droit de perdre 67% du temps et que les tout pair plus et top pair plus ça représente 40% du total, ben on va pouvoir check call assez facilement en fait, arriver à la river. Donc quand on check, l'idée ça va être de se dire on va pouvoir recheck des mains qui ont de la showdown pour soit réaliser plus facilement. Donc ça va nous donner envie au flop de check call plus de mains avec de la showdown. Donc toutes les paires, les low paires, les troisième paires, les quatrième paires, les paires en main, on va pouvoir les check call pour 1. Avoir un fold facile à turn quand il nous deux barrel, et 2. Quand il check à la turn, soit pouvoir check pour réaliser plus, soit pouvoir check call parce que les mains qui vont miser vont soit être des bluffs, soit des values, mais en trop petite quantité. Et surtout, ce qui va être très très important, c'est ça, c'est ici, quand on voit, quand on pète à la river, ici, 68% du temps, c'est un fold. Donc, je vous le dis là pour ceux qui n'ont pas fait trop de data, quand on tombe sur un spot où il y a 68% de fold à la river, c'est un spot qu'on ne peut pas manquer. C'est assez rare de voir que de manière générale, sur tous les sizings confondus, les gens trouvent 68% de fold. C'est vraiment beaucoup ici. En théorie, on est toujours autour de 50% à peu près, voire même moins. On peut avoir des spots où il y a 40% selon les sizings évidemment. Donc vraiment, c'est un spot qui est vraiment overfold et c'est assez logique, ça s'entend en fait, c'est assez naturel d'overfold ce spot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens vont souvent ISO des mains basses dans leur range pré-flop, ils vont c-bet une fois et quand ça n'a pas de pick-up d'équité, ils vont check back et ils vont même plus être dans le spot, ils vont avoir give up et du coup, sur any size à la river, ça va folder. Donc ici, l'idée, ça va être de pouvoir call des backdoors. Et quand ça va check-check à la river, si on n'a pas pick-up d'équité, si on n'a pas touché de showdown, donc imaginons, hop là, on n'est pas là-dessus, qu'on est call roi 4 de carreau ici, et que sur un 4 de trèfle, on va pouvoir check, pour, comme je l'ai dit, soit check-call, soit aller au showdown, ou si imaginons qu'on est, ça tombe à un 2, bah ici, sur le 2, on va pouvoir transfo assez facilement parce que la fréquence de fold va être vraiment beaucoup trop haute et on va faire un auto-print. Donc on voit ici par exemple que sur sizing 7, donc on bet 7, donc 63% du temps, il est censé folder 39. Donc pareil, c'est très faible par rapport à ce qu'on a dit. Il était à 68% de moyenne, comme je l'ai dit. Donc on voit même, imaginons, on va aller sur des sizings un peu plus chers. On va prendre vraiment un spot où il a le droit de folder un peu plus. On va dire que voilà, il va faire 89 ici sur un sizing 89% du pot, donc un sizing quand même assez cher. Il fold seulement 48%. Donc pareil, on est largement au-dessus du total de fold, donc en moyenne 68%. Je vous le dis, c'est pas 68% de moyenne. En général, quand on va faire un sizing 80% pot, ils vont plutôt être autour des 75-80% de fold river. C'est gigantesque. Donc c'est un spot qu'on peut folder, qu'on peut bluffer beaucoup. Donc le check raise est très intéressant, mais ne pas sous-estimer le fait qu'on puisse check call et avec le but de bet river quand ça check back. Donc pour résumer, ça c'est bet trop au flop.
avec des sizings trop petits. Ça fold trop versus check raise. Le bet turn avec une range trop forte, voilà. Et river versus check de SB, BB check trop, et versus bet de SB, big blind fold trop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on va essayer de créer notre range? Les points importants, évidemment, ça va dépendre, c'est toujours pareil, je refais une petite nota bene ici, mais là, c'est une construction de manière générale. On n'est pas sous ICM, on n'est pas sous KO, on n'est pas contre un profil spécial. C'est comment on peut essayer de concevoir la conception de notre range. Donc ça va bouger évidemment selon le profil. Il n'y a pas de comment dire, de recette magique, mais voilà, des idées versus ce genre d'erreur, comment on va punir ce genre d'erreur. La première idée, ça va être de check raise des backdoor compos qui peuvent pas call. Donc quand on n'a pas de showdown, je vais fermer ça, ça m'évitera de cliquer dessus. Donc imaginons qu'on ait 8 et 4 ici, ou 8 et 5 de carreau, 8 et 5 de carreau, ou 8 et 6 de carreau, même voilà des combos comme ça, 4 et 5, vont être des combos qui vont pouvoir check raise très profitablement. L'idée c'est que sur check check river, on aura très très rarement de la showdown value. Donc on va pouvoir check raise et profiter de l'overfold. L'idée aussi, c'est que nos outs ne sont pas clean, c'est-à-dire que quand on va toucher un 4 et qu'il va multi-barrel, c'est pas cool. Donc on va devoir fold probablement même quand on touche de notre équité. Alors, enfin, pas de l'équité de backdoor, mais l'équité de paire. Donc on va tout ce qui est backdoor sans showdown, on est très content de les check raise. On va pouvoir check call nos bottoms de showdown value sans backdoor. Donc l'idée c'est pareil, c'est on fold facilement à la turn et on a trop de showdown à la river. Donc imaginons ici, voilà, on prend valet 7-3, donc 5 et 3, c'est très cool de le coller. Pourquoi? Parce que 5 et 3 sans backdoor, 5 et 3 de trèfle ici, très intéressant parce que sur any turn, si de barrel, on a un fold facile. Et quand ça check-check à la river, on peut, comme je dis toujours, check-call ou check-check. Il y a des spots où aussi on pourrait, pourquoi pas, réfléchir à value, c'est ok, mais étant donné qu'ils vont overfold versus bet, en général, on va moins pouvoir value parce que la range de call va être plus tight et du coup on va plus se planter dans la range qui va nous coller. Même si elle est weak, on va pas pouvoir la value. On va pas pouvoir extraire de value. Donc valet 7-3 sur 5, sur un 2 et un 9 par exemple, 5 et 3, ça sera jamais un value bet. Donc plutôt un check call. Ne pas sous-estimer évidemment le check call et un check qui va nous amener trop souvent au showdown. Voilà pour ça. Donc on va pouvoir check call plus haut. Et on va check call aussi une bonne backdoor avec un peu de showdown. Donc ici, on revient avec roi 5 de carreau. Roi 5 de carreau, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que déjà à la turn, quand on va toucher de l'équité, imaginons sur un 2 de carreau, on va pas être dans le même problème qu'à 8 et 6, parce que on va avoir de la showdown et on va gagner contre certains bluffs. Enfin, on a un peu de showdown, donc on va gagner contre certains bluffs. Imaginons qui de barrel 9 et 8, 9 et 10, je sais pas, ou même dame 9. Quand on a un roi, un king eye, on va gagner de temps en temps au showdown. Même si c'est peu, ça nous rajoute à peu près 20% d'équité ou 25% d'équité au showdown. C'est pas négligeable, vraiment, je vous le dis, ça arrive assez souvent que quand on check call 2 fois SI, on est devant à la river. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que nos outs vont être beaucoup plus clear, c'est-à-dire que quand on va toucher un roi à la turn, imaginons qu'on colle roi à 5, toujours pareil, et qu'on fasse le roi à la turn, donc un roi de trèfle, voilà, il y a un roi de trèfle à la turn, ça va être une carte qui va beaucoup de barrel assez facilement, parce que quand il va avoir dame 9, dame 10, as 10, tous ces combos qui vont être au milieu là-dessus, ça va être des spots à 2 barrels, et du coup, il va pouvoir s'éclater sur notre combo qui a call. Et voilà, l'idée aussi, du coup, ça va être des combos qui vont pouvoir être transfo, qui vont pouvoir check fold si on n'a pas touché d'équité, et qui vont pouvoir être check call si on touche de l'équité, et on va pouvoir les transfo à la river si on n'a pas touché justement notre équité. Au niveau de l'utilisation des sizing, ça va overfold dans tous les sizings. Ça, c'est vraiment le truc à comprendre. Quand on va miser à la river, tous les sizings vont être overfold, mais probablement que l'endroit où le risk-reward est le meilleur, où le risk-reward est le moins bon plutôt, même s'il sera bon,
Là où il sera le moins bon, sûrement dans les très gros sizing. Donc n'hésitez pas ici par exemple, si vous avez 7 et 9, imaginons que vous avez collé 7 et 9 ici, donc on a fait deux paires à la river, ne pas hésiter à faire du sizing pot ici, c'est probablement qu'en fait ils vont folder 80% du temps, mais c'est là où le total, le pourcentage de call qui vont nous payer fois la mise du pot, c'est là où ça va être le plus rentable pour nous, parce que même s'ils fold 65% quand on fait mi-pot, bah, c'est moins intéressant. 65% du temps fois mi-pot, c'est moins intéressant que 80% du temps, enfin 45% de call fois le mi-pot est plus intéressant que 20% de call, et moins intéressant, excusez-moi, que 20% de call fois la taille du pot. Donc dans les lines capées, dans les lines où les joueurs sont capés, c'est un peu un paradoxe, mais en général, les sizing où on fait le plus d'argent, ce sont les sizing chers. Parce que justement, les sizing small, c'est là où ils vont devoir aller chercher des calls très très bas, et donc avoir un pourcentage de call très haut, et nous trouver du raise aussi, ce qui va jamais être le cas, pour que notre value fasse plus d'argent. Donc, quand vous êtes en value, n'hésitez pas à faire du sizing très cher, pot, voire même overbet. Je vais même vous dire un truc encore pire, c'est que des fois quand on overbet, il y a pas mal de reg moyens qui vont se level en se disant qu'ils sont capés, qu'ils ont plus de mains et du coup qu'il faut coller, voilà, qu'on se fout de sa gueule. Et du coup ils vont coller versus des overbets des mains très basses en pensant que vous n'allez pas value comme ça. Donc n'hésitez pas à faire des sizing très chers. Et justement, avec des bluffs, plutôt aller chercher du sizing 50 à 80%, des sizing médians chers plus, on va dire, enfin médian plus, parce que c'est là où le risk reward est le plus important. Allez, du coup, on va se review quelques HH pour illustrer tous les principes qu'on a donnés dans la vidéo. Donc, ici, c'est un membre de la commu. Il y aura des miennes et certaines de mes élèves. Donc on a Limcol évidemment, 50 dips effectifs, et ici sur 9, 8, 7, il y a un C-bet size up sur cette texture, et en SB ça a décidé de check raise. Non, c'est check call, mais c'est un check call, d'accord. Donc déjà, chose intéressante ici, il y a un size up sur un board très dynamique. Donc on est sur un board où beaucoup de cartes vont changer d'équité, que ce soit un 10, un 6 évidemment, ça va rentrer fort to straight, mais aussi même un valet. Un valet, ça fera rentrer le 10, et un 5, ça sera aussi très dynamique. Donc les joueurs en général, quand ils vont size up ces textures, c'est souvent par protection. Ça veut dire ils veulent pas voir de turn compliqué, ils veulent pas voir de 6, de 5, de 10, de valet. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils size up le flop. Donc ici, clairement, quand on a une main style 9 et 2, même 9 et 3, des mains qui redraw pas sur des overpairs ou des top pairs, donc des mains qui ont on a quasiment plus d'out sur 2 valets, 2 10, même 2 as ou as 9. Il faut vraiment ici trouver un fold assez, enfin c'est pas facilement, mais il faut trouver le fold. On veut vraiment de base des mains qui redraw. Ici en fait même à 6, donc une main qui serait un candidat pour coller contre des ranges qui seraient trop strong sur des boards dynamiques, on voit qu'elle est pas si bien parce que un de nos outs par exemple le 10, bah, il fait rentrer le valet au-dessus, donc le valet bah, c'est pas très cool. Enfin, on va faire straight over straight, et même le 5 ça va faire entrer fort to straight aussi, donc quand il va avoir deux valets et qu'il y a le 5 qui rentre, bah, on va pas pouvoir lui prendre beaucoup d'argent. Donc nos outs sont pas clear, et en plus vont pas nous rapporter d'argent. Donc clairement ici à 6, je pense que c'est un fold, et du coup qu'on va pouvoir folder vraiment très haut. On va pouvoir commencer à coller des 10, des paire qui redraw, style valet 8. Valet 8, c'est intéressant ici. On joue le 10, on joue quand même. On a quand même une paire au cas où il fait ça avec un 10 ou un bluff, mais ça va être assez rare. Donc ici, à 6, je pense que c'est un fold tout de suite. Et ne pas hésiter à même folder des top pairs, un 9 et 2 ici. Je pense qu'on peut vraiment fold sans problème. Un des valets, donc comme on disait, et on a un check. Donc on s'y attend quand même assez souvent. C'est-à-dire que ici, maintenant, toutes ces overpairs vont checker, ces 9 vont checker. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des boards très dynamiques, et souvent, ça va size up pour ces raisons. La doublette du valet, alors, elle est intéressante parce que la turn nous avantage fortement. On a beaucoup de 10 qui vont call.
Et c'est une scared card pour sa range, comme je l'ai dit, quand il a deux dames, même deux as, as 9, ça va pas être une carte qui va lui faire plaisir. Par contre, le souci étant la doublette du valet qui maintenant fait rentrer valet 9 qui aurait pu size up, paire de 9, paire de 8, paire de 7 qui font full. Donc c'est une carte qui re-avantage sa range. Et ici, il a décidé donc de faire très cher sur cette carte. Donc ça fait pas de sens. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, quand on a un 10, eh ben, le 10 va pas pouvoir value aussi cher. C'est-à-dire qu'on va pas vouloir faire cher avec un 10 parce qu'on est quand même, on a le risque de trouver des foules derrière. On a même, il y a potentiellement, imaginons qu'il ait fait ça avec valet 8, ça fait aussi full, mais surtout, il y a bien 2 7, 2 8, 2 9 et 2 valets aussi. Valet 9 qui font sens dans sa range, donc on peut pas se permettre de faire aussi cher, et avec une straight, on va vouloir aussi value autre chose que des straights. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on value quand on a une straight? C'est-à-dire que, imaginons qu'on est As-10, bah, qu'est-ce qu'on value ici quand on fait 24? On value quasiment rien. Est-ce qu'il va coller As-Valet ici? Est-ce qu'il va coller 2 As? A priori, non. Donc, c'est un sizing qui fait pas trop de sens sur une carte qui avantage sa range et sur un board qui est scary pour sa range de check back de turn. Donc, ici, on va plutôt en value aller chercher des sizings autour de 12 pour essayer de le mettre dans l'inconfort avec un valet. Et avec nos bluffs, on peut aller chercher maximum du 14-16 si on veut essayer de trouver le size qui va avoir le plus de fold d'équité. Mais de manière générale, aller chercher même des sizing équilibrés, donc faire du 12 avec nos bluffs et 12 en value, ça va être ok. Je pense que 14-16 c'est plus intéressant en bluff, 12-11 en value. Donc voilà, attention, ça a foldé. Évidemment, c'est pas parce que ça fold que ça veut dire qu'on a pris le bon sizing. Comme je l'ai dit, il faut choisir le size qui est le plus, qui va avoir le meilleur risk reward et ce qui va nous rapporter le plus d'argent. Ensuite, on a aussi un limp call ici, évidemment. Et alors déjà, petite chose, on est sur le Tornado 10. Ici, on a une main, donc c'est quand même dans le bottom, comme on l'a vu pré-flop. Ici, ça va être des mains qu'on va en fait pouvoir limp fold s'il a 30% au moins d'ISO. Donc ici, on peut potentiellement plus open ce genre de mains, qui vont être un peu limite. On n'a pas de showdown value, on va avoir... on va bloquer ses bluffs, c'est-à-dire que ces bluffs vont être du 6 et 3, 6 et 4, 6 et 5, et du 7 et 2, 7 et 4, même, je sais pas, par exemple, 9 et 7, il y en a qui vont ISO. Mais comme on l'a vu, ces bluffs vont être autour du 6 et du 7. Donc, on n'est pas content de bloquer ces bluffs. Et en plus, contre une range qui est trop strong, on va jouer vraiment trop peu d'équité. Donc, clairement, 7 et 6 off, c'est plutôt des mains que j'aurais tendance à soit limp fold, soit open. Sur des average bind 10 si on n'est pas contre un régulier. Et par contre, il y a 8, 10, 4, donc board assez intéressant. Je vais pas trop détailler non plus, mais on a vraiment un très bon combo. Donc on a gutshot, backdoor, straight, backdoor flush. On n'a pas de showdown, donc là vraiment sur un board qui est misé un tiers, qui ne sera jamais le cas, on va avoir vraiment beaucoup de size up sur ce genre de texture à la place de big blind, parce que évidemment quand il a deux valets, deux dames, enfin deux valets plus, as 10, 8 et 10, il va quand même vouloir augmenter son sizing. Normalement, il devrait être censé faire ça. Donc là, clairement, on est sur un spot qui va être très compliqué pour lui d'assumer la défense. Donc le check raise va marcher très bien. Le sizing est un peu cher, 4x ici. Je pense qu'on peut faire un peu moins cher. Je pense que 8 blindes, ça suffit largement pour target ses autofolds. Et des mains qui n'auraient pas du bet, style roi 6 avec le roi de trèfle. Allez, une main que j'ai jouée cette fois-ci. Donc, on a limp call et un board mono. Donc, ici, j'ai décidé de check raise. Donc, avec le valet de carreau, nos outs seraient beaucoup plus clear. C'est-à-dire que on pourrait call, même si on a assez peu de showdown. Sur tous les carreaux, le valet va être assez clear. Ça serait un peu la limite, je pense, à call. Typiquement, dame 8 avec la dame de carreau, c'est vraiment une main que je vais call ici pour pas check raise toutes mes combos offsuit. Trouver quand même des calls avec les offsuit. Et donc ici, on est valet 8, on a un peu d'équité. Ça va être des spots bien sûr qui vont être overfold comme on l'a vu précédemment. Donc ici vraiment, le check raise, je fais vraiment tout petit. L'idée pareil, c'est de target dame 8 de trèfle, même je sais pas, dame 5 de trèfle.
Donc vraiment là, il faut juste partir du principe que ça va être des spots qui vont être quasi c-bet range, ce qui n'est pas du tout le cas. Hop là, donc ici on voit qu'il doit c-bet seulement 37%, c'est très peu. Souvent c'est des boards, les boards mono qui vont être c-bet un tiers range. On a vraiment un check raise qui va rapporter beaucoup d'argent. Quand on fait un check raise, on voit qu'il va devoir défendre des mains vraiment très basses, comme du dame 5 avec le 5 de carreau, dans une range qui n'aurait pas c-bet range. Évidemment, si on le met à c-bet range, ça serait une catastrophe. On voit que aucun 2 ne doit fold, ça veut dire que par exemple quand il a collé 8 et 2, 8 et 2 même sans le carreau est 2v0, donc il doit quand même call, et on voit qu'il doit fold seulement 35%, donc clairement on est sur des spots très intéressants à check raise, ce genre de valet 8, de board mono avec des combos draw comme ça. On a un peu d'équité au cas où on se trompe, c'est-à-dire que quand il a un 10, je sais pas, par exemple il a 10 et 9, il a ses bêtes, il a le droit d'avoir aussi une main, bah, on conserve quand même de l'équité. Donc juste on va pas s'enflammer quand on touche un carreau, c'est une aide au cas où il a une main, et on part du principe juste que le spot va être trop c-bet et du coup qu'on a un check raise qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Allez, un autre spot de limp call. À suite 6, on prend un c-bet small. Donc c'est des spots où on a quand même une fréquence de c-bet pour big blind qui est assez haute. Des boards qui avantagent sa range, évidemment. Il a tous les as pré-flop. Il en a beaucoup plus d'as forts que nous, on n'a pas. Donc, c'est un board qui va quand même l'avantager. Ici, ce qui va être compliqué, évidemment, ça va être de trouver ses défenses. Donc, on voit pareil que là, imaginons qu'il est roi 9 avec le 9 de carreau. Ce n'est pas un fold. Donc, roi 9 avec le 9 backdoor, c'est pas un fold. Et ni 6 n'est pas un fold. On a même des mains roi 3 off avec le roi de carreau. Voilà. C'est des calls. Donc, en général, en plus, ils vont être c-bet encore plus que ce qu'ils devraient. Là, on voit qu'il check back quand même 20%. Je pense qu'on est sur un c-bet range, clairement. Donc, ici, on a évidemment un check raise très intéressant. On a flush draw sans showdown. Imaginons qu'ici on est roi 4 avec la showdown, ça peut être intéressant de check call, même une queen eye, donc je sais pas, par exemple dame 9 avec dame 9 de carreau, ça peut être intéressant, même dame 9 de trèfle, pourquoi pas. Donc ici, mains qui n'ont pas de showdown, on a vraiment un check raise très intéressant. Je pense que je peux faire un petit peu plus cher, mais c'est du détail. Par contre, oui, l'erreur c'était ça à la turn. Je pense que j'ai réfléchi trop en termes de PSB ici, en me disant que ça allait être intéressant pour la construction du PSB. Mais ici, quand on réfléchit à ce qu'on value, c'est beaucoup de paires plus draw. Donc imaginons qu'il ait deux valets avec le valet de carreau, qu'il ait 8 et 6, double paire, ça va jouer. On va trouver de la value turn. Et aussi des as, imaginons qu'il ait as-dame. As-dame, as-valet, je pense qu'on a vraiment plus de value à aller chercher. On l'a dit, la range qui colle turn est assez strong. Il va maintenant fold. Imaginons qu'il est 2-10 sans carreau, bah, ça va être un fold. Même, je sais pas, par exemple, une seconde paire va être fold. Donc on veut vraiment target sa value range qui va être assez strong. Le reste va fold, qu'on fasse 12 ou qu'on fasse 18, ça va fold. Ça va être inélastique. Donc on veut faire, je pense, assez cher. Je pense qu'il faut au moins aller chercher du 16 blindes, 17 blindes. Faut aussi penser que sur un carreau river, on ne sait pas qu'on a perdu tout le temps, mais il y a des fois où on va avoir perdu sur un carreau river, parce qu'on n'aura plus que flush 5 high, et il va coller des combos draw, mais surtout, quand il y a un carreau river aussi, on perd de la value, c'est-à-dire que maintenant, quand il avait as-dame, as-roi, s'il n'a pas jam, s'il n'a pas fast play à la turn, bah, on va plus pouvoir extraire de value, on va pas avoir un value bet, évidemment. Donc, faut aussi penser qu'on a une grosse partie de notre value qui se trouve à la turn. Et ici, je pense qu'il faut aller chercher des sizings un peu plus gros, donc 16, 18, là, vers le pot. Un petit spot aussi de check raise en late game, donc on est sur des blindes qui sont assez grosses, sur un 50 euros. Dame 4-2, ici on a eu un ISO, alors 3.5, ok. Et il décide de ses bêtes, ça pareil, donc ça c'est très intéressant comme combo à check raise. Donc on a backdoor, on a des doubles backdoor, on n'a pas énormément de showdown. Là, comme c'est un board queen eye, notre valet ne fera pas de top pair si on le touche, donc nos outs sont moins clear. Clairement, le check raise marche très bien. J'ai fait vraiment, voilà, 2.5, je fais 6.5, je fais moins de 3x, je fais presque, je dirais, c'est ça, 2.5. 2.8, entre 2.5 et 2.8. Et on voit que l'idée, c'est pareil, c'est de vraiment, on veut target
sorte d'auto-fold, on va dire, des mains qui n'auraient pas dû c-bet. Imaginons qu'il est check raise, qu'il est raise pré-flop, qu'il est ISO roi 3. Clairement, ça va pas être un c-bet, mais même SI, en vrai, SI, on est en late game. S'il a décidé d'ISO et de c-bet au flop, la plupart des gens vont pas coller, vont pas défendre. Et donc, on va faire de l'argent à call, à check raise, vu qu'on va pas être assez défendu après le c-bet. Allez, un petit limp call de un de mes élèves. Allez, donc on a un limp call ici. Et un petit size up ici, donc pour imager un peu, on n'est pas sur un pur size up. Donc clairement sur au-dessus du half pot, je pense que c'est vraiment un fold, mais jusqu'à half pot, ça reste ok. Il y a beaucoup de joueurs qui vont faire half avec des mains basses. Donc imaginons qu'il est check ISO 7.3, il y a beaucoup de joueurs qui vont quand même faire du half pot avec ce genre de main. Donc jusqu'à half pot c'est ok. Et ici clairement on a une main qui pourrait check raise, mais comme on l'a dit, deux over, sans redraw, même sans redraw, c'est ok à check call. On va faire des top pairs corrects et à la turn, si deux barrels, on va pouvoir folder assez facilement sur la plupart des cartes. Donc ici, je crois que d'ailleurs c'était un 8. Voilà, imaginons que là, il 2 barrels sur ce 8. C'est aucun souci. Peut-être la carte qui nous aurait plus posé problème, c'est sur open-ended, donc un roi ou un 9, mais ça va représenter que 8 cartes. Et les gens vont pas non plus tant de barrels que ça. Donc ici, on a un call, en fait. C'est assez intéressant de call. On peut check raise, mais je pense que les deux overs sont quand même intéressants à call. Check, et sur un 3 de pique, voilà, maintenant on n'a pas touché notre équité, on n'a pas fait de top pair, on n'a pas fait de straight, donc on n'a aucune showdown value. Le bluff est très intéressant. Donc 10 blindes ici, voilà, il n'y a pas besoin de faire plus cher. 10 blindes c'est cool. On est sur du 80% pot. Et c'est vraiment un sizing qui va faire overfold, donc très intéressant. Voilà, c'est pour commencer à imaginer le fait qu'on peut check call. On n'est pas obligé de faire que check raise, comme je l'ai dit dans la vidéo. Check call est très intéressant. Et voilà, une bonne HH pour imager ce genre de line. Un autre check call ici de mémoire. Voilà, As-4. Donc pareil, on est sur des spots, donc là il fait un tiers. On est sur des spots où on pourrait partir du principe qu'on pourrait check raise. Il y aurait beaucoup de joueurs qui vont se dire qu'on va check raise, mais il faut penser qu'on a déjà beaucoup de combos à check raise avant ça. Imaginons même qu'on est As-4 avec le 4 de carreau. Ça peut être un candidat à check raise avant cette main. Et on va avoir des mains plus basses aussi. Donc par exemple, roi 2 de trèfle, roi 3 de trèfle, 10 et 5 de trèfle. Donc on va avoir vraiment beaucoup de mains qui n'ont pas de showdown avant ça. Et donc As-4 avec l'As de carreau, je pense que c'est un très bon combo à check call. Ça check à la turn, c'est ça. Et ici sur le 5, on n'a pas touché notre équité. On va trop souvent perdre contre des 6, des 7. Ici, les draws qui sont rentrés à la turn, c'est des mains qui contiennent un 8. Quelles mains vont check back qui contiennent un 8, peut-être 6 et 8, 7 et 8, mais imaginons qu'il est bet au flop, roi 8, on va pas dire dame 8 parce que ça fait top pair, mais 10 et 8, 10 et 8 ça fait straight. Bon, il n'y en a pas beaucoup en fait des mains qui vont toucher. La plupart en fait, ne vont pas arriver river, donc pareil, spot très intéressant à transfo pour essayer de faire folder à 6, roi 6, roi 7, valet 7, valet 9. On peut même avoir du paire de 3, paire de 2 qui peut jouer comme ça. Donc 9.6 c'est très bien. On est sur du 10 blindes. On pourrait faire 10 blindes, 8. Je pense que même peut-être 7 blindes ça suffit. Je pense que c'est voilà, on va tourner autour de ce genre de sizing pour vraiment target des paires qui vont ne pas aimer cette river. Okay. Donc très bon sizing et on trouve du fold. Ici je crois que c'était une main pour imager. Ouais, on a fait donc le 5. Donc, hop là, ça c'est bête, assez cher en plus. Donc 10, 5, 4. Je pense qu'on peut avoir, on peut commencer à réfléchir ici. Donc, on est sur un 50 balles. On est sur des textures où il y a du size up. Donc, peut-être que c'est un reg qui connaît un peu des stratégies. Je pense qu'on va pas folder un 5 si on estime que c'est un reg. On pourrait
commencer à réfléchir vraiment sur des limites plus basses. Les size-up sur des boards flush draw avec deux low cards comme ça vous souvent être des mains un peu trop fortes qui vont vouloir protéger. Donc je pense que plus bas on pourrait call. Si on est confiant sur le profil, le call est intéressant. Le roi, donc il décide de pas de barrel et doublette du 10. Ok. Ah oui, je me rappelle de ce spot. Donc on prend un sizing cher à la turn. Ici, on est vraiment typiquement sur un spot où il faut vraiment pas s'amuser à catch. Ici, au moment, on a un fold. Alors, je crois que c'est pas ce qu'a fait Arthur. Voilà, il a décidé de call. Ici, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il a des mains qui vont value comme ça? Est-ce qu'il y a des mains dans sa range qui vont jouer avec du check back turn et qui vont pouvoir miser cher river? Et en fait, on se rend compte que, a priori, oui. Typiquement, tous les 10 qui ont size up au flop, donc As-10, Dame-10, 10 et 9, 10 et 8 vont trouver du size up au flop et sur le roi vont être très contents de checker. Et maintenant, il fait brelan river avec la doublette du 10, donc il y a beaucoup de mains qui font du sens. Donc clairement, imaginons que ça soit un 2 de carreau, bah, on aurait potentiellement un catch s'il fait cher parce que ça fait pas de sens. Est-ce qu'il va check back un roi à la turn? A priori non. Les gens vont pas trop jouer comme ça. Est-ce qu'il va check back un 10 pour le value cher sur un 2 de carreau? Il y a peu de chance. Par contre, va check back un 10 pour value cher sur la doublette du 10, potentiellement, oui. A priori, il en a. Et c'est ce qui s'est passé, donc valet 10 ici. Donc là, clairement, on est sur un sizing clairement où il faut folder. D'ailleurs, on voit qu'il a size up juste valet 10 sur cette texture. Donc peut-être que c'est juste un fold au flop si on n'a pas d'infos. Contre un reg, potentiellement un call. Contre un joueur lambda, plutôt un fold. Hop là, et on va finir avec une dernière main. ISO. Donc là, je pense qu'on pourrait décider de limp jam. Donc j'ai pas toutes les infos évidemment sur le joueur, mais le limp jam avec As-3 est je pense assez sexy. Le limp call aussi va, je pense que c'est des combos avec lesquels on peut un peu tout faire. Et 7-3-2, voilà, on a une main vraiment qui veut pas check raise ici. On a de la showdown value, on a un kick, l'as qui va être intéressant parce que quand on va le toucher, qu'on va faire double paire, ça va être une carte qui va faire rentrer des values chez lui et qui va être une carte qui va être propice aux deux barrels. Donc imaginons qu'il ait ses bêtes As-Dame. Ici, quand il va toucher l'As, il va le value. Donc il va s'éclater sur As-3. Et aussi, imaginons qu'il ait ses bêtes Roi-Dame et qu'il vienne l'As à la turn. Bah, ça va être une carte qui va se dire je vais pouvoir la transfo parce que c'est une carte pour la range de SB. Donc voilà, typiquement des combos qu'on veut vraiment check call. On peut pas faire autre chose. Là où, par exemple, avec 5 et 3 sur des textures aussi basses, on pourrait avoir envie de check raise dans l'idée de deny de l'équité, de voler de l'équité, entre guillemets, à Dame 10, Dame Roi 10, Roi 8, même imaginons, ou je sais pas, As 6. Avec le 5 et 3, c'est intéressant. Pourquoi pas de trouver du check raise sur des boards très bas. Mais avec As-3, vraiment, on a un pure call. Le 8 qui n'est pas de barrel. Et il y a un 5 river. Donc là, on est sur des spots où on n'a pas envie de transfo ici. Il faut réfléchir. Quelle main on va faire fold à part un 7 potentiellement. Mais 7, c'est une double paire. Est-ce qu'on va devoir faire très cher pour le faire folder? Je crois que c'est pas très intéressant. Donc là, vraiment, on a une pure main, je pense, qui veut check. Et donc c'est ce qui se passe. Check. Et ça check back, voilà, As-10. Donc c'est des mains, comme on l'a dit, qui vont être trop amenées au showdown. Je pense qu'en fait, il se rend assez peu compte en général que le c-bet au flop pour check la turn et check la river accomplit pas grand chose. Est-ce qu'on value vraiment quelque chose avec As-10 ici? Je pense pas. On a plutôt peut-être intérêt juste à check back pour catch un bluff à la turn ou à viser. On a d'autres lines possibles, mais on value pas grand chose, on deny pas grand chose. L'intérêt de bet As-10 ici est vraiment pas très... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et surtout, en fait, quand on arrive river sur check-check, quand il a check-call et qu'il a recheck river, en fait, on gagne quasiment contre rien. La plupart des gens, quand ils ont vraiment R, ils vont transfo. Donc, As-3 ici, As-10, voilà, je pense pas que ça soit très bien joué. Et donc, avec le 3, on voit qu'on va beaucoup trop souvent au showdown. On n'est pas embêté, en fait. On n'est pas embêté du tout. On colle une fois, ça check.
river, on est assez haut, on peut check, et voilà, on se fait pas embêter. Donc c'est des mains qui vont arriver beaucoup trop showdown. Très intéressant de trouver beaucoup de call aussi, comme on l'a dit. Et on aurait pu aussi évidemment call à 5, hein, à 5 et on fait le 5 river. C'est très intéressant de recheck à la river. Voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, comme d'habitude, de laisser le petit like, le petit commentaire et la petite partage. C'est du contenu qui me prend beaucoup de temps à faire, donc chaque soutien est très important pour moi. Je vous remercie d'avance, les gars. Je me fais vraiment un plaisir de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. À plus, les gars, et good luck au table.